Et la révélation hier d'une enquête préliminaire par le parquet national financier sur l'utilisation des fonds qui étaient alloués à ce poste. Vous êtes au cœur de la tempête, nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission pour écouter vos réponses et aussi vos projets. Puisque j'ai envie de vous dire, mais qui est-ce que j'ai en face de moi ce soir ? Est-ce que c'est une martyre de la gauche bridée par le gouvernement ? Est-ce que c'est une femme politique qui se projette en 2022 ? Est-ce que c'est une victime ou au contraire une femme qui assume peut-être que cette liberté de parole, il y a eu des dérapages ou il y a eu des erreurs ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'abord, la liberté de parole ou la liberté d'opinion n'est jamais un dérapage. C'est un droit garanti par la Constitution. C'est un droit aussi garanti par le statut des fonctionnaires, qui prévoit que nul ne peut subir de discrimination en fonction de son opinion ou de ses activités politiques ou syndicales. Et donc, heureusement d'ailleurs, que dans la République française, la liberté d'opinion est encore garantie. Mais le devoir de réserve, c'est le devoir de réserve qui éventuellement vous était reproché, c'est-à-dire que vous ne voulez pas le respecter éventuellement en tant qu'ambassadrice. Mais le devoir de réserve a été particulièrement respecté. Qu'est-ce que c'est le devoir de réserve ? C'est de ne pas critiquer la fonction que l'on occupe. Et je n'ai jamais critiqué le travail du ministère des Affaires étrangères dont je dépendais. Au contraire, je représentais la France, son président de la République, son gouvernement, dans les instances du cercle arctique. Et je crois l'avoir fait avec efficacité et une forte présence. Et d'ailleurs, c'était la continuité de ma responsabilité de présidente de la COP21 qui a assuré la ratification de l'accord de Paris sur le climat, dont on voudrait d'ailleurs bien qu'il soit appliqué. Vous savez que nous venons de vivre la 2e année la plus chaude de l'histoire de la planète. Et par conséquent, cette continuité, et notamment cette alerte sur ce qui se passe dans les pôles, à la fois sur les dégâts, sur les populations autochtones, sur la biodiversité, et puis l'extrême réchauffement climatique qui est 2 fois plus important qu'au pôle. Ce travail, il a été fait, pas que moi toute seule d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes de chercheurs et de scientifiques extraordinaires en France. Nous sommes quand même la première communauté scientifique au monde sur la question polaire. Donc c'est ce travail-là que j'ai porté, cette qualité de la recherche et bien sûr les réseaux diplomatiques et nos ambassadeurs qui sont dans les pays du cercle arctique. Donc on va y venir. Quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon hier, vous vous êtes dit, il a raison. D'ailleurs, vous avez retweeté sa déclaration. Oui, parce que je la trouvais courageuse. Voilà. Oui, mais vous êtes d'accord avec lui. C'est-à-dire, vous dites que la justice est instrumentalisée, l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier, c'est de la politique, c'est d'une sanction politique ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et en même temps que certains puissent observer que c'est peut-être le cas, c'est bien aussi, ça fait partie de leur liberté d'expression. Moi, je suis ciblée par cette enquête. Donc ma responsabilité, c'est d'affirmer, comme je l'ai fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est d'affirmer que les enquêtes sur la transparence et l'utilisation des fonds publics sont parfaitement légitimes. Vous savez que mon métier d'origine, c'est magistrat, donc c'est pas aujourd'hui que je vais contester la justice d'où je viens. Et donc cette transparence est nécessaire. Mais ce qui l'est moins, ce qui est tout à fait violent dans ces attaques, c'est que l'adversaire est invisible, si j'ose dire. Vous voyez, dans les combats politiques, j'en ai mené des très difficiles, des combats politiques. J'ai pris beaucoup de coups dans ma vie politique, sur tous les plans. Mais j'ai toujours eu les adversaires en face de moi. Là, lorsqu'il y a des enquêtes qui sortent sur certains médias, qui sont relayées depuis la mi-novembre, je suis ciblée avec des insinuations dont je ne sais pas d'où elles viennent, que j'ai démenties dès le départ, mais qui ont continué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on va justement, on va y revenir parce que vous allez répondre peut-être pour les Français. Oui, mais sur la base de ces publications sur une radio et dans une presse écrite, le parquet a ouvert une information préalable. Uniquement sur la base, ce qui est parfaitement légitime. Ça s'est fait dans d'autres cas, pour d'autres exactions. Moi, je n'en ai pas commises. Mais qui est la transparence ? Très bien. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que cette information sur l'ouverture d'une enquête, elle arrive le jour même où mon limogeage est annoncé. Alors que cette enquête a démarré à la mi-novembre, le 20 novembre exactement, et que l'ensemble des pièces qui ont été demandées ont été
communiqué. Et l'ensemble des affirmations, des insinuations qui ont été faites par cette radio et par ce journal écrit ont été battues en brèche par l'ensemble des pièces qui ont été fournies et que là aussi, j'ai rendu publiques. Donc, vous voyez, mais le Donc mal vous est dites fait, quoi? C'est la coïncidence qui est une forme d'attaque politique? Pourquoi qui rend public le fait qu'il y ait cette information? C'est un journaliste qui téléphone et qui se pose une question et qui a une réponse. Peut-être, mais à ce moment-là, il fallait le faire dès le 20. Pourquoi ce jour-là? Vous voyez, mais peu importe. Mais ce qui est très violent, c'est l'accumulation des attaques, comme s'il fallait tout d'un coup me démolir parce que j'ai pris la parole, effectivement, fortement, sur la question de la réforme des retraites et sur l'abandon des services publics et l'abandon du modèle français, parce que ce sont des choses qui me révoltent et je pense qu'il y a d'autres solutions, d'autres façons de faire et qu'il y a des formes d'apaisement qui manquent effroyablement dans ce pays, que nous sommes dans un contexte de violence sociale, de violence économique, de violence psychologique. Songez qu'aujourd'hui, plus d'une vingtaine de professions ont déposé leurs outils de travail, en passant des médecins, des enseignants, des avocats, mais la mobilisation est en baisse. Et il y a moins de gens dans la rue. Et il y a des transports qui recommencent à être normalement assurés, notamment à la SNCF. Donc bon, ça suffit pour dire que le pays fonctionne bien. Mais on ne reconnaît plus la France. On ne reconnaît plus la France. Et c'est la faute de qui? Et c'est la faute de qui? C'est logique qu'une femme politique telle que je suis, quand je suis interrogée, je dise des choses comme celle-là. Il y a un dérapage de l'action gouvernementale vers une forme de brutalité. Alors même qu'il y avait pendant un an les conflits avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que ce problème qui n'a même pas été réglé, qui aurait pu l'être avec un peu de respect, un peu d'écoute, un peu d'attention aux conditions de vie des catégories les plus populaires. Il y a eu 17 milliards qui ont été donnés. À la fin. Les gens ne les voient pas. À la fin du conflit. On connaît ça par cœur. Ça à la fait fin 20 du conflit. Ans. Vous savez, j'ai une certaine expérience politique. Les paquets d'argent comme ça, annoncés par le pouvoir en place, dont les gens ne voient pas la première couleur, c'est pas la première fois que ça se fera. Ségolène Royal, juste revenons sur cette ouverture de l'enquête, cette ouverture d'enquête. Vous étiez donc au courant depuis fin novembre. Est-ce que vous avez été convoqué, vous avez été interrogé? Non, pas du tout. Non. Il y a des collaborateurs à vous qui ont été interrogés? Une collaboratrice a été interrogée, oui. Et vous avez l'impression que cette enquête, elle va aboutir à quelque chose? Je ne sais pas, moi je respecte vous avez été informé de quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça, je sais que ma collaboratrice a apporté les pièces qui ont été rendues publiques. C'est-à-dire, on a accusé mes collaborateurs qui ont été très, très douloureusement impactés par ces mises en cause publiques. Très douloureusement impactés. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a conduit à me défendre. Parce que autant moi, j'ai l'habitude de prendre des coups. Après tout, je prends mon risque politique en exprimant ma liberté d'expression. Manifestement, ça déplaît au pouvoir en place. Mais quand... au début de ma mission d'ambassadrice, j'ai soutenu le projet écologique de la liste européenne d'Emmanuel Macron. J'exprimais aussi une opinion politique. Là, on ne m'a pas rappelé à mon devoir de réserve. Et quand on m'a... Mais d'ailleurs, vous vous entendiez plutôt bien avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez vu comment le pays évolue? C'est le pays ou c'est lui? C'est le pays ou c'est lui? Ou est-ce que vous avez eu l'impression que finalement il n'a pas assez reconnu vos talents, assez reconnu votre soutien? Non, attendez. Est-ce que vous êtes... Franchement, vous croyez que j'en suis à des considérations personnelles? Regardez ce qui se passe en France. Donc il y a un dérapage de l'action gouvernementale, un manque de contrôle, une espèce de frénésie, de brutalité dans le pays qui est incompréhensible et qui est très douloureuse. C'est pas pour ça qu'on a voté pour Emmanuel Macron, donc je n'ai pas le droit de me taire comme d'autres le font, parce que je voudrais que par ma parole, comme celle d'autres, que ce gouvernement prenne conscience de la gravité de la situation et du dérapage. Alors, revenons vers des décisions qui font s'effondrer le modèle social français et qui font reculer l'écologie. On y revient dans un instant, parce que vous avez parlé de vos collaborateurs. Dans les enquêtes de la cellule d'investigation de Radio France et Le Point, etc., ils ont dit que 3 de vos collaborateurs, payés par le Quai d'Orsay, en même temps participaient à des événements plus personnels, les dédicaces de livres ou bien la fondation Désir d'avenir que vous avez créée. Voilà. Et donc ça,
Est-ce que c'est vrai? Parce que ça, ce serait éventuellement grave. Parce que ça, ce serait éventuellement une utilisation de l'argent public à des fins privées, personnelles. Oui, cela dit, oui, c'est tout à fait inexact. C'est-à-dire que ces collaborateurs ont fait le compte avec leurs agendas. Pour l'un, c'est 3 jours dans l'année et pour l'autre, c'est 4 jours dans l'année pour les dédicaces. Donc, je ne pense pas... Pris sur leur congé. Donc, vous voyez déjà les attaques qui leur ont été destinées, quand même, ont été extrêmement, je le disais tout à l'heure, déstabilisatrices. Elles ont beaucoup marqué, d'une part. Et d'autre part, il a été aussi mis en accusation le fait que c'était le ministère qui payait les déplacements pour les dédicaces de mon livre. Gravissime, hein, c'est un crime très grave. Eh bien, c'est même pas exact, puisque j'ai dû demander à la maison d'édition, qui l'a fait tout de suite, bien évidemment, qui a absolument toutes les factures. Il n'y a pas un euro du ministère qui a été consacré à mes déplacements pour les conférences sur mon livre ou pour mes dédicaces. Ou pour votre fondation Désir d'avenir. Ou pour ma fondation Désir d'avenir. Tout est complètement séparé. Et d'ailleurs, les engagements sont là, les preuves sont là, les factures sont là, et tout ça a été fourni. Et c'est normal, ces factures ont été demandées, elles ont été fournies. Au parquet national financier. Elles ont été fournies au parquet national financier. Ça, j'ai pas à dire quelle est la... Mais puisque je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai pas forcément à révéler, mais puisque tout est transparent et que le parquet lui-même a communiqué... Vous avez salué cette transparence. Je m'accorde le droit de dire aussi qu'il y a eu en effet cette audition et que les pièces justificatives ont été fournies. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. J'aimerais bien que tout le monde soit traité à la même enseigne. Parce que ce qu'on va chercher, ce qu'on va gratter, car cette pseudo-cellule d'investigation de Radio France a même demandé mes relevés téléphoniques et mes mails personnels pour savoir si j'avais utilisé le téléphone du ministère. Donc, arrivé à ce qu'on a fourni d'ailleurs. Je n'ai pas utilisé le téléphone du ministère pour faire fonctionner à des fins personnelles, mais il a fallu que je fournisse ces relevés. Ils ont été fournis. Donc vous voyez jusqu'où ça va gratter. Mais bon, c'est la transparence. Vous acceptez la règle. Absolument. Juste un mot. Absolument la règle. Sauf qu'il faut que tout le monde l'accepte. Et figurez-vous quand même... Vous pensez à qui, par exemple? Je vais quand même donner une petite claque au passage. C'est-à-dire que quand je vais faire mes dédicaces, j'en ai fait des dédicaces, ou quand je vois des ministres qui font la promotion de leurs livres dans les émissions littéraires, je pense que, sauf erreur de ma part, qu'ils viennent avec la voiture du ministère et l'équipe du ministère. Vous voyez? Et là, il n'y a pas d'ouverture du parquet financier sur l'utilisation des fonds pour aller faire leurs dédicaces. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Attention à l'effet boomerang de certains grattages excessifs qui me permettent de toute façon tranquillement de faire la vérité puisque tout a été Vous avez demandé 100 000 € de budget pour ce poste, moitié Quai d'Orsay, moitié ministère de la Transition écologique, c'est-à-dire beaucoup plus que Michel Rocard, disent ces journalistes. Ce qui est là aussi totalement faux. Donc j'ai publié... Vous savez, on a diffusé pendant des semaines l'idée que j'aurais une enveloppe de 100 000 €. Alors voilà, le montant même est fait pour choquer. Moi aussi, ça me choque. Ça m'a choqué quand j'ai entendu ça. Mais c'était faux. Mais c'est faux. Mais c'est totalement... Il n'y a pas d'enveloppe au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que quand je dois prendre l'avion pour aller à une réunion en Finlande ou en Islande, parce que ce sont des réunions internationales auxquelles la France doit participer, je note au passage qu'on m'a à la fois reproché de ne pas faire assez de déplacements et maintenant peut-être d'en faire trop. Bref, je choisis en conscience les déplacements absolument nécessaires auxquels je dois aller. Et à ce moment-là, c'est le ministère qui prend le billet. Et ce billet est inscrit dans une ligne budgétaire du ministère. Donc il y a un double contrôle. Le contrôle de la mission pôle proprement dite et le contrôle du contrôleur financier. Et les montants globaux pour la totalité de la mission pôle équivalent à peu près à 40 000, 50 000 € pour l'année. Mais on répète, comme si c'était vrai, ce chiffre, on lance ce chiffre de 100 000 € d'enveloppe, etc. Mais aucune dépense ne dépend de moi. Toutes les dépenses sont engagées en direct et ce sont des dépenses liées absolument au fonctionnement, c'est-à-dire les réunions d'experts, la semaine de l'Arctic Week que j'ai organisée, les déplacements des scientifiques. Et là-dessus aussi, là-dessus aussi, on vous reproche de ne pas répondre plus tôt. Non, je pense de ne pas en avoir fait assez et de ne pas avoir assez défendu cette cause et d'avoir, comme vous l'avez dit, d'avoir choisi vos déplacements, de ne pas être à la réunion du Conseil de l'Arctique, qui est une assemblée où la France a seulement un poste d'observateur, mais où Michel Rocard allait et où vous n'êtes pas allé. D'ailleurs, je ne sais pas, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, l'adversaire est invisible, je ne sais pas d'où viennent ces attaques, qui sont quand même extravagantes.
J'ai quand même la... c'est peut-être des gens qui ont participé ou qui connaissent ces questions, oui, quand même. Je ne sais pas. Des spécialistes qui connaissent ces questions. Mais vous savez, nous avons un réseau diplomatique. Et donc, dans les réunions où la France n'a pas la parole, ce qui est le cas de la réunion que vous évoquez, j'estime, en accord avec notre ambassadeur sur place, que l'ambassadeur peut se déplacer. Ça économise des frais d'avion, ça économise du bilan carbone. Et contrairement à ce qui a été affirmé, Michel Rocard n'allait pas à ces réunions. Alors, dans un premier temps... Il n'allait pas à ces réunions du Conseil de l'Arctique? Mais non, ça a été là aussi montré. Ah bon, parce que là, on a dit que Michel Rocard n'en aurait pas raté une seule. C'est inexact. La preuve, c'est que ces accusateurs-là ont été bien incapables de donner la liste des réunions. Et moi, j'ai fait vérifier par les archives du Quai d'Orsay, figurez-vous. Donc, il y a eu 12 réunions du Conseil de l'Arctique pendant que Michel Rocard était en responsabilité. Et il n'y a qu'une réunion auquel il est allé. C'était la réunion du Senior Advisor Office, c'est-à-dire la réunion vraiment décisionnelle. Les autres, il y a dû peut-être y avoir quelques réunions ministérielles ou interministérielles, mais la réunion officielle du Cercle de l'Arctique, Michel Rocard n'y est allé une fois, et le compte-rendu diplomatique fait bien état du fait qu'il était assez mécontent d'avoir fait le déplacement alors qu'on ne lui a pas donné la parole. Et indépendamment de cette réunion, moi, je suis allée à 17 réunions en 2 ans et demi. 17 réunions sur les enjeux des pôles. Et j'estime qu'à chacune de ces réunions, j'ai représenté la France. Je suis intervenue pour dire, compte tenu du réchauffement climatique en Arctique, où aujourd'hui, il y a un accès aux ressources naturelles, et notamment aux hydrocarbures, à cause de la fonte du permafrost, il faut impérativement mettre des règles de développement durable dans le développement de l'Arctique. La seconde position qu'a prise la France, c'est d'interdire le fioul lourd. Pourquoi est-ce qu'on vous reproche ça? Parce que je vois aussi qu'il y a une maire de Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait adressé un courrier à Emmanuel Macron pour se plaindre que vous n'occupiez pas ce poste à plein temps. Peut-être qu'elle veut ma place. Elle va pouvoir l'avoir, puisque je pars. Voilà. Mais vous savez... Elle a dit que vous n'êtes même pas allé à Saint-Pierre-et-Miquelon la voir. Mais vous savez, s'il fallait s'arrêter, je ne sais pas, à tous les reproches, à toutes les... C'est la vie politique, ça, malheureusement. C'est la vie politique. Mais il ne faut pas se laisser tirer vers le bas non plus. Hein. Et puis, voilà, l'autre reproche, c'est finalement, vous aviez votre agenda personnel qui dépassait l'agenda de votre poste. Que dans le fond... Oui. Je l'assume pleinement, ça. Ah bah écoutez, quand on m'a demandé de rendre service sur cette mission, on m'a pas demandé d'adhérer à La République En Marche. Hein. Et on savait la femme politique que j'étais. Bien sûr que j'ai d'autres activités. J'écris des livres, vous êtes prête, par exemple, écrit un manifeste de la justice climatique. Vous êtes prête à publier les comptes de votre fondation, par exemple? Mais bien sûr, ils sont publiés. Ils sont rendus publics, les comptes. Parce que certains disent qu'ils sont opaques. Mais voilà, une nouvelle attaque. Et je ne sais pas quelle sera la prochaine, puisque manifestement, il y a une concentration. Donc vous êtes prêt à la publier? Oui, bien sûr. Et toutes les fondations publient leurs comptes. Ça, c'est la nouvelle, c'est la prochaine. Ça fait partie du lot. Mais vous savez ce que je pense surtout, l'objectif peut-être de ces attaques, c'est de me tirer vers le bas. Et vous voyez, depuis le début de cette émission, nous n'avons pratiquement pas parlé. Si, on va parler du fond. Mais vous voyez, donc c'est aussi une façon de décrédibiliser ma parole politique. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention, c'est-à-dire à la fois que je réponde, et en même temps que je ne me laisse pas décrédibiliser et que j'impose aussi le respect du débat politique, du débat public. On va y venir dans un instant parce que je voudrais qu'on écoute, et on finira là-dessus, ce qu'a dit Édouard Philippe hier, justement. Il a dit, écoutons-le. Demandé à Madame Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. La clarté sera utile. La diplomatie, c'est une mission. La politique, c'en est une autre. Voilà, la diplomatie, c'est une chose. Oui. Vous étiez une diplomate et pas une politique. Voilà, et vous avez mêlé les deux parce que vous vouliez faire votre autopromotion. C'est ça le reproche. Oui. Ce qui me frappe surtout, c'est que c'est pas très courageux, ce que dit là le Premier ministre. Parce que d'un autre côté, Matignon a communiqué en disant que j'étais limogée vendredi prochain. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Mercredi prochain, au Conseil des ministres. Oui, mais je crois que le Conseil des ministres, c'est vendredi. D'accord. Donc c'est vendredi. Matignon a communiqué
Et là, il dit non, mais peut-être que oui, on va bien. Mais non, c'est bon, un peu de respect. J'ai quitté mon bureau, je ne suis pas enfin, c'est pas ma façon, moi, de m'accrocher. J'ai été mise en demeure publiquement par un ministre du gouvernement de choisir entre ma liberté d'opinion et ma liberté d'expression et la mission d'épaule. J'ai choisi ma liberté d'opinion et ma liberté d'expression. D'ailleurs, qui en aurait douté? Oui, vous l'avez jamais perdu, cette liberté. Oui, vous l'avez jamais perdu, cette liberté d'expression. Je constate que ça dérange et que je prends beaucoup de coups en contrepartie. Regardez les tweets que vous avez faits. J'en prends un au hasard, parce qu'il y en a pas mal. Et c'était le 22 décembre 2019. Après l'annonce d'Emmanuel Macron qui renonce à sa retraite de président, la vraie question, c'est de savoir s'il renonce à retourner après l'Élysée dans le monde du business mondialisé, avec les énormes retraites chapeaux qui vont avec et dont les montants sont sans commune mesure avec les autres retraites, etc. Bon. Il y en a qui ont pris ça pour des attaques personnelles alors que vous étiez ambassadrice. C'est pas personnel. Le jour même où Emmanuel Macron annonce qu'il renonce à une retraite de 6 000 €, vous imaginez ce que ça veut dire pour un retraité qui a 1 000 € de retraite? Comme si finalement 6 000 €, c'était rien du tout. Il s'est bien d'ailleurs gardé aussi de renoncer aux avantages en nature des anciens présidents de la République, ou le Premier ministre qui aura aussi son statut de Premier ministre toute sa vie et qui se permet de baisser la retraite des Français. Là aussi, mettons les choses sur la table, puisqu'on exige de la transparence. Ben, allons-y jusqu'à la transparence. Je ferme la parenthèse. Non, parce qu'attendez, vous renoncez à vos avantages. Attendez, vous renoncez, à vos retraites? Enfin, je sais pas, vous étiez député, vous étiez ministre. Je ne parle pas des retraites, je parle des avantages en nature d'un ancien Premier ministre ou d'un ancien président de la République. Mais parce que eux diminuent la retraite des Français, donc on est en droit de leur demander des comptes d'une certaine façon. Et deuxièmement, comme Emmanuel Macron vient du secteur bancaire, c'est pas un reproche, mais on aurait pu imaginer que venant du système bancaire, venant de la banque, il avait connaissance des mécanismes du système financier mondialisé, et donc aller mettre le système financier mondialisé au service de l'intérêt général. Imposer des règles. Ne pas faire en sorte qu'en fragilisant le service public, l'hôpital et toute la protection sociale, ce mouvement-là, qui est fait pour privatiser, puisque déjà les publicités des assurances, des banques fleurissent pour capter l'épargne des Français. Et d'ailleurs, la baisse du taux d'intérêt sur le livret A, c'est aussi très injuste, parce que dans le même temps, les tarifications bancaires augmentent. Et donc, c'est aussi les Français qui vont se dire, mais comment est-ce qu'on fait? Et hop, les publicités pour les assurances privées fleurissent. Et donc, il y a une déstabilisation du système. Mais par conséquent, c'est pas nouveau qu'il venait de la banque. Et pourtant, quand il était au gouvernement, quand il était ministre des Finances, on dit que vous étiez plutôt proche, vous bavardiez. Oui, absolument. Vous l'avez soutenu quand il est devenu président. Oui. Vous avez soutenu sa politique européenne. Oui. Donc il y a des gens qui disent, mais est-ce que c'est cohérent? Il y a des moments, elle le soutient. Puis il y a d'autres moments, elle fait mine de découvrir que ce serait un mauvais garçon ou un mauvais... Et du coup, ils disent, c'est opportuniste, c'est pas cohérent. Non? Il y a